C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin du magazine Politis et David Revaud-Dallon du trimestriel L'Hémicycle. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors on jette bien sûr, comme à chaque fois, un coup d'œil à vos unes respectives, David. Et une nouvelle. Une nouvelle une, enfin, les Jeux avec le feu, puisque les Jeux Olympiques qui commencent dans environ 3 semaines, se déroulent dans un contexte très tendu, à la fois géopolitique au niveau mondial, bien sûr, la Russie, l'Ukraine, Gaza, j'en passe et des meilleurs, et puis bien sûr sur un contexte politique national qu'on va évoquer et qui lui aussi est extrêmement tendu. Votre une, Pierre, Politis? Eh bien, nous, on est aussi sur les législatives avec... on reprend l'argument de ces électeurs qui franchissent le pas et qui veulent voter Rassemblement National et qui disent on n'a jamais essayé. Eh bien, si, on a essayé. On l'a vu dans des collectivités, on l'a vu dans l'histoire de France, on le voit dans des pays étrangers et amis à Marine Le Pen. On sait ce que ça veut dire, l'extrême droite au pouvoir. Eh bien, donc, je vous conseille ces deux magazines. Nous sommes à 4 jours du premier tour des législatives, toujours dans la confusion programmatique des uns et des autres. Hier, lors du débat qui réunissait Gabriel Attal, l'actuel Premier ministre, Jordan Bardella, qui croit dur comme fer à Matignon, Emmanuel Bompard, de LFI, qui jouait la doublure de Jean-Luc Mélenchon sans le bruit et la fureur. Le cafouillage est arrivé en milieu d'émission entre LFI et le Rassemblement national sur les retraites. Pour le RN, une personne de 24 ans pourra partir à la retraite à 66 ans, soit 2 ans de plus que l'âge légal de 62 ans qui avait été imposé par le 49.3 par le gouvernement Macron. Donc aujourd'hui, ils se défendent ce matin en disant le Rassemblement national que non, c'était, on a toujours expliqué ça, sauf qu'ils ne l'avaient pas expliqué. C'est un peu comme vous savez, les astérix en bas des contrats, quoi. C'est-à-dire qu'il faut lire en fait jusqu'au bout. Et en fait, ils l'avaient jamais expliqué. C'est une façon de rester dans le flou pour noyer le poisson. Ben oui, le Rassemblement national, il y a toujours la façade qui est belle et soi-disant rénovée, puis il y a l'arrière-boutique qui, elle, est bien moins reluisante. Alors ça montre deux choses. D'abord que Jordan Bardella, effectivement, c'est facile de faire une campagne européenne en ne disant pas grand-chose, en affichant des sourires, des selfies, voilà, en surfant sur une dynamique. C'est plus compliqué quand on le rentre dans le détail programmatique. Et là, on voit que sur l'économie, il y a quand même pas mal de choses qui poincent. Là, il s'est pris les pieds dans le tapis. Visiblement, il a un projet sur les retraites qui, contrairement à ce que disait Marine Le Pen, qui affichait depuis des années volonté de retour à la retraite à 60 ans, un projet qui va au moins aussi loin que celui que nous a fait passer le gouvernement d'Elisabeth Borne avec le 49.3, vous le disiez. Et puis sur toute une série quand même de sujets économiques, il faut le dire. On ne voit pas très bien comment tout ça va aller au bout, comment tout cela est financé. Il nous a parlé de la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. D'ailleurs, il a été mis en difficulté par Gabriel Attal, si ma mémoire est bonne, qui lui a dit un trader de 29 ans qui gagne des millions ou Kylian Mbappé serait donc exonéré d'impôts, alors qu'un travailleur salarié au SMIC à 31 ans ne le serait pas. Et puis, il y a aussi la question de la TVA sur les produits énergétiques qui finance, ça serait quand même 12 milliards d'euros. Je crois que c'est même lui qui... Alors, Bercy le gouvernement dit 17. 17, 12 milliards d'euros, on ne voit pas où il les trouve. Donc, il y a toute une série comme ça de points programmatiques sur lesquels il a été mis en difficulté, sur lesquels on ne voit pas comment il va financer, mais... est-ce que c'est vraiment le point sur lequel vont se déterminer les Français alors qu'on a une très forte dynamique pour le RN? C'est toute la question. Justement, quoi qu'ils disent ou s'ils se contredisent, ça marche. Si on regarde les sondages, ils sont inchangés depuis des semaines et ils grappillent même quelques points. Non, je crains que ça ne fasse pas bouger les lignes. Et d'ailleurs, le débat, il a été suivi par 5 millions de téléspectateurs hier, je crois, à 21h. Sachant qu'on avait l'équipe de France. Il y avait l'équipe juste avant. Ouais. C'est quand même un indicateur. Il faudrait voir combien ont fait les Bleus contre la Pologne. Ils ont fait 9 millions. Ah bon, voilà, ça, c'est quand même... 4 millions de téléspectateurs qui sont partis entre les deux. Donc je ne sais pas si ça suscite un grand intérêt, ce type de débat. Je ne sais pas si ces débats... clarifie un certain nombre de choses. En tout cas, on voit bien que l'électorat de Marine Le Pen, Jordan Bardella, il est quand même très déterminé à essayer. Vous savez, c'est cette expression, on dit on n'a jamais essayé l'extrême droite, ce que je vous disais tout à l'heure sur le dossier de Politis. Et il y a une part de ça. Maintenant, nous, on observe, on voit bien qu'effectivement, sans doute, Jordan Bardella a-t-il plus rencontré de grands chefs d'entreprise ces derniers temps qu'il n'a rencontré de Français, parce que c'est vrai que les renoncements auxquels il nous fait, dont il fait la démonstration montrent que quand même, il y a une volonté de crédibilité, ou en tout cas de se rendre crédible sur les questions économiques. Et d'après vous, il y avait un gagnant hier ? Je ne sais pas s'il y a un gagnant. Dans la crédibilité. En tout cas, il n'y a pas eu de surprise, je dirais, du côté de Gabriel Attal, qui était
très bon, très technique, qui connaissait ses dossiers, et c'est un peu normal, il est Premier ministre. Et puis Jordan Bardella, qui non plus n'a pas... voilà, il est assez arrogant, enfin, ça lui coûte rien, hein, parce que ça marche jusque-là. Donc voilà, la surprise vient peut-être du côté du représentant du nouveau Front Populaire, Manuel Bompard, qui a été plutôt calme. Là où on attendait plutôt un LFiste énervé, à couper la parole, il a été très calme, étonnamment, plutôt clair, je crois, sur les propositions. Et cravaté, pour l'occasion. Effectivement, avec une cravate. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet après l'émission pour dire qu'il était possiblement le futur Premier ministre de la coalition du nouveau Front Populaire. Ouais. Donc voilà, bon, bah, je sais pas si c'est un gagnant, en tout cas, je pense que c'est celui qui... En tout cas, c'est pas un débat déterminant comme il y a pu en avoir dans l'histoire. Je sais pas si c'est vraiment déterminant. Notamment à la présidentielle. Non, et ce qui est... Alors moi, je suis assez d'accord avec Pierre sur... C'est vrai que Manuel Bompard a été plutôt modéré, plutôt pédagogique, là où effectivement on attendait un Jean-Luc Mélenchon éructant et, comme vous le disiez, plein de bruit et de fureur. Au-delà de ça, ce que j'ai trouvé étonnant dans ce débat, c'est qu'effectivement on a eu un petit peu un débat d'experts comptables, absolument, ouais, je suis d'accord. Et qu'on n'a pas évoqué finalement les véritables enjeux de ce scrutin, c'est-à-dire soit une arrivée de l'extrême droite au pouvoir avec toutes les implications que ça pouvait avoir, et puis de l'autre côté une chambre ingouvernable, une majorité introuvable avec la perspective d'un gouvernement technique, ce que la France n'a absolument jamais connu dans la Ve République. Donc on a l'impression que voilà, on se bagarrait un petit peu sur des chiffres, sur des virgules dans les programmes, mais que l'essentiel des enjeux politiques, enfin du jamais vu pour la France, il faut quand même le rappeler aux téléspectateurs qui le savent bien, voilà, ces enjeux-là n'étaient absolument pas abordés. Donc un débat qui était quand même, il faut le dire, un petit peu à côté de la plaque ou à côté des enjeux en tout cas. Alors pour rebondir sur justement ce que vous disiez, le gouvernement technique, c'est le scénario qui court, s'il n'y avait pas de majorité absolue pour l'un des deux camps, RN ou le nouveau Front Populaire, c'est-à-dire un gouvernement technique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron propose aux uns et aux autres d'être Premier ministre. Non, il n'y a pas de majorité absolue. Et il nomme un gouvernement technique. Alors technique, ça veut dire, dans le fond, que ce sera un gouvernement qui ne fera pas voter de loi. Les affaires courantes, quoi. Qui gérera les affaires courantes avec un Premier ministre peut-être pot de fleurs. En tout cas, est-ce que c'est ça ou autre scénario, il essaye de former une coalition avec le camp à gauche et à droite de ceux qui, on va dire, sont... Alors, ce qui serait comparable... Je sais que Pierre n'aime pas cette expression du déraisonnable. Je pense que d'abord, cette deuxième option, elle est vraiment... pardon, je ne vais pas faire de paris sur l'avenir, mais vraiment, c'est irréalisable. Pourquoi ? Parce que les députés macronistes, vous l'avez vu, les projections... leur donne au mieux une centaine de députés. Donc ça veut dire qu'il faudrait trouver 189 députés supplémentaires pour avoir une majorité. Où vont-ils les trouver ? Peut-être qu'ils peuvent aller chasser du côté de LR, qui auront vraisemblablement quelques dizaines de députés. Mais là encore, on leur promet une décote. On passerait de 60 députés LR à 30, donc c'est pas là qu'il faudrait aller chasser. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher quelques députés socialistes ou écologistes ou sociodémocrates compatibles. Mais là encore, je vois pas du tout les socialistes et les écologistes du nouveau Front Populaire qui viennent de faire alliance avec LFI et les communistes, hop, à peine élus, rejoindre une majorité. Quant au gouvernement technique, ça c'est plus une option, à mon avis, envisageable. Mais je rappelle quand même qu'il y a une autre option que vous n'évoquez pas, Roselyne. Quand on regarde les projections, le Rassemblement national, il est quand même pas très loin de la majorité absolue. En tout cas, il a une majorité relative avec les députés ciotistes, les députés LR ralliés. Et ça, c'est quand même une option à envisager. Il y en a une trentaine. Alors, il manque quelques dizaines de députés, mais encore 22, une fois... on dit qu'en tout cas 22 pourraient être élus dans le cadre de non, mais combien sont partis avec Ciotti, exactement le chiffre exact? Il y a une députée qui officiellement est partie avec Ciotti, mais Ciotti, il a 60 circonscriptions dans lesquelles il présente des députés soutenus par le RN. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement quelques dizaines de députés. On n'est pas très loin quand vous voyez les projections de la majorité absolue pour le Rassemblement national. Il manque quelques dizaines de sièges. Je ne veux pas chercher à me rassurer ni à relativiser ce que dit David, mais c'est vrai que quand même il y a une donne qui va être importante, ça va être les décisions des uns et des autres le soir du premier tour ce dimanche, parce que vous voyez à gauche il y a une tribune qui est sortie dans Le Monde qui va d'ailleurs de la gauche du nouveau Front Populaire à une partie de sortants de la majorité, hein. Je pense à Agnès Pannier-Runacher, l'aile gauche de la Macronie, Jérôme Travers, plutôt l'aile gauche de la Macronie, qui appelle à des désistements républicains, c'est-à-dire qu'ils appellent le candidat arrivé en 3e position à
se désister de sorte qu'il n'y ait pas de triangulaire et que les reports de voix se fassent en défaveur du Rassemblement national. Si tout le monde joue ce jeu-là, c'est-à-dire si tout le champ républicain des macronistes à la gauche joue ce jeu-là, et si tout le monde dimanche soir dit c'est ça qu'il faut faire, il faut faire le barrage contre l'extrême droite, là, ça veut dire la gauche peut gagner. Ça veut dire non, je dis pas la gauche peut gagner, ça veut dire en tout cas entre 50 et 80 députés au moins, en moins pour le Rassemblement national. Ça veut dire qu'une autre assemblée se dessine avec un équilibre qui se jouerait entre la gauche et le centre. Mais la gauche serait sans doute majoritaire dans tout ça, donc c'est elle qui deviendrait un peu l'arbitre, c'est-à-dire que c'est elle qui pourrait proposer effectivement de tendre la main aux centristes en proposant un accord de gouvernement avec 4-5 mesures sur lesquelles ils pourraient se mettre d'accord. Et là, on ne serait plus dans un gouvernement technique, on serait dans une coalition un peu étrange, mais sur laquelle peut-être Emmanuel Macron peut espérer. Vous savez, on a fait 7 ans de macronisme de droite, peut-être qu'enfin la jambe gauche peut arriver avec une possibilité comme ça. On en est loin parce que Emmanuel Macron, pour l'instant, penche plutôt pour une position du nini, c'est-à-dire pas de vote FI, pas de vote RN. Alors la gauche se déchire bien sûr sur l'attitude à adopter, soit voter le nouveau Front populaire, soit le nini qui revient, ni Rassemblement national, ni nouveau Front populaire pour les Valls et Cazeneuve. Cette semaine, voilà, donc, pardon, non, je me trompe. Est-ce que ça vous paraît de nature à éclairer les électeurs? Justement, non. S'il y a une grande confusion qui règne à gauche autour du maintien du Front républicain, puisque c'est ça la question, on a vu que d'abord, depuis une dizaine d'années et même un peu plus, le Front républicain, il avait plutôt été attaqué par la droite. Souvenez-vous, c'était François Fillon, les cantonales de 2011, qui avait dit que s'il y avait un deuxième tour entre PS et FN, à l'époque c'était le Front national, il ne prendrait pas parti. Puis cette position-là, elle a prospéré à droite. Et puis, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, à gauche, il y a toute une série d'électeurs sociodémocrates, de gauche modérée, socialistes, qui avaient pris parti pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen et qui, au fil des années, et notamment avec la loi sur les retraites et la loi immigration, ont dit on ne m'y reprendra plus. Moi, je ne voterai pas Macron contre le RN. Donc, on voit que ce Front républicain, il a du plomb dans l'aile. Et là, on a un vrai débat à gauche. On a ceux qui considèrent qu'envers et contre tout, il faut le maintenir. Vous avez cité cette tribune, mais aussi un revenant qui est apparu dans le débat, c'est Dominique Strauss-Kahn, qui a expliqué que entre deux ennemis, il fallait choisir le moindre et voter donc pour le nouveau Front populaire contre le Rassemblement national. Et puis vous avez de l'autre côté deux anciens premiers ministres socialistes, Valls, Cazeneuve, qui expliquent qu'on ne les y reprendra plus de l'autre côté et que c'est le nini. Simplement, moi j'ai un problème avec cette prise de position, non pas que je préconise l'une ou l'autre, je m'abstiendrai bien de dire aux électeurs ce qu'il faut voter. Je constate que dans la position Valls-Cazeneuve, on ne voit pas trop quel est le débouché politique. Parce que s'il y a un député macroniste présent, un candidat macroniste présent au deuxième tour, très bien, ça veut dire qu'il vote pour lui. On comprend que c'est ça le sous-titre. Mais s'il y a un duel LFI-RN, que feront messieurs Valls et Cazeneuve? Pour qui voteront-ils? Ça veut dire qu'ils ne se déplacent pas ou qu'ils vont voter blanc. Et je ne suis pas certain qu'en termes d'efficacité politique, surtout de la part de deux anciens premiers ministres, ce soit très efficient. Oui, non, il nous reste... J'aimerais quand même vous entendre sur la proposition du Rassemblement national qui a heurté les esprits. C'est les binationaux qui seraient évacués des postes hautement stratégiques. Est-ce que c'est choquant ? C'est-à-dire que c'est de l'ADN de l'extrême droite. Tout ce qui a à voir avec l'étranger est suspect de quelque chose. Donc c'est dans la logique, la droite lignée de ce qu'a toujours raconté Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Les binationaux ne sont pas des nationaux, ce sont des étrangers pour le Rassemblement national, et que donc du coup, ils ont beau nous expliquer que ce seront que les postes stratégiques, les centrales nucléaires, comme il l'a expliqué hier dans le débat, ou que sais-je encore. On sait très bien que c'est pas les franco-israéliens ou les franco-russes qui sont dans le viseur de Jordan Bardella, donc c'est l'ADN de l'extrême droite, quoi, et c'est la haine de l'étranger en permanence. Je me trouve un peu mou là sur le sujet aujourd'hui. Juste un mot. D'abord, il y a quand même un grand flou parce qu'on nous explique que c'est uniquement sur les postes stratégiques. Mais quand vous regardez dans le détail ce qui figurait dans les propositions de loi du Rassemblement national, ou quand vous examinez les déclarations des proches de Marine Le Pen, en réalité, il s'avère que c'est beaucoup plus large que ça. Et aujourd'hui, il faut le dire, des services publics comme l'éducation nationale, comme la santé, ne pourraient pas fonctionner non seulement sans les binationaux, mais même sans les étrangers. Donc ça, il faut quand même le dire. Et puis sur le plan philosophique, tout à fait d'accord. Enfin, comment vous distinguez? Ça veut dire qu'il y a deux catégories de Français. Il y a 4 millions,
enfin 3,5 millions de binationaux en France, ça veut dire que vous considérez que ces 3,5 millions sont moins français que les autres. Vous les excluez de la communauté nationale et ça va quand même poser un problème de droit parce que voilà, je pense que par rapport aux principes constitutionnels et même aux principes du droit européen, je pense à la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, ces dispositions-là seront extrêmement difficiles à appliquer. Donc voilà, problème philosophique et problème d'applicabilité, si j'ose dire. Dernière chose, l'émoi aussi, venu du camp d'Emmanuel Macron, qui a déclaré que la gauche et le RN pouvaient mener à la guerre civile. Ça veut dire quoi en clair? En clair, c'est moi le chaos? Oui, c'est toujours cette... mais vous savez, Emmanuel Macron, il a un goût assez étonnant pour le vocabulaire guerrier. Hein. Oui. On se souvient déjà pendant la crise sanitaire, de manière... nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Récemment, avec la guerre en Ukraine, il disait ne pas exclure d'envoyer des troupes au sol. Et là, aujourd'hui, il nous parle de guerre civile. Si vraiment il pense qu'il y a une possibilité de guerre civile, si c'est l'extrême droite ou la gauche qui arrive au pouvoir, pourquoi a-t-il dissous? Ça veut dire qu'il la souhaite, cette guerre civile? C'est quoi l'objectif et le cap d'Emmanuel Macron? Donc, je pense que là, il cherche à faire peur aux Français, il cherche à rassembler son électorat pour dire, regardez, il y a deux extrêmes, et donc je suis encore le seul à pouvoir être le rempart à ces extrêmes. Je pense que ça ne marche plus, et surtout, ça ne marche plus vis-à-vis des électeurs, et ça ne marche plus jusque dans son camp. C'est-à-dire que son camp lui demande d'arrêter de parler, en fait, parce que plus il parle, plus il fait monter l'extrême droite. Oui, il est lâché par les siens, c'est un homme seul. Tout à fait d'accord. Emmanuel Macron, surtout les macronistes, qu'ils sont de moins en moins d'ailleurs, puisqu'il a été lâché par tous ces grands barons, François Bayrou, Édouard Philippe, même Gabriel Attal, Gérald Darmanin, qui ont tous, à des degrés divers, tapé très très fort sur le président. C'est un peu Néron, hein, avec sa lyre qui contemple l'incendie de Rome. C'est une image, parce qu'en réalité, cette scène n'a jamais existé dans l'histoire. Mais évidemment, Emmanuel Macron, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi a-t-il dissous si jamais il voulait éviter le chaos aux Français? Je pense que la ficelle est un peu grosse. Et puis surtout, on parlait du deuxième tour, de l'entre-deux tours. Qu'est-ce que ça va donner une fois que Macron aura utilisé cet argument? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va appeler à faire barrage au Front National en votant pour la gauche après avoir expliqué que celle-ci amenait à la guerre civile? Enfin, tout est possible avec Macron. C'est pas la première fois qu'il a fait des zigzags et des renoncements, mais je trouve que voilà, encore une fois, il est quand même le premier responsable de cette situation. Merci à tous les deux. Merci à Agnès Le Cossec. On se retrouve à toute l'équipe technique. On se retrouve demain pour Politique avec Jean-Marie Colombadi et nos éditorialistes dont vous ferez partie, mon cher Pierre, demain. Merci. À très vite.